Bonjour tout le monde, Magali Girard du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Je suis la directrice générale du CIX et il me fait plaisir de vous accueillir à un de nos midi webinaires. Aujourd'hui, c'est une présentation bien spéciale qui nous vient de la Commission de l'éthique et en sciences et technologies. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn Maclure et Guillaume Pelletier de la CESST pour nous présenter un avis que la CEST a publié à l'automne et qui porte sur l'accès aux données gouvernementales, particulièrement les données de santé et des sciences de la vie. Donc, toutes les questions d'accès aux données sont toujours d'intérêt majeur là, pour nos chercheurs. Alors, c'est ça, nos midi-webinaires ont toujours le même format. On va commencer par une présentation là, de 25-30 minutes et ça va être suivi d'une période de questions et réponses pour terminer à 13 heures. Donc, je vous invite là, pendant la présentation de Jocelyn et Guillaume à utiliser la section questions et réponses du Zoom et on pourra en prendre connaissance là, après la présentation. Alors, je fais une courte présentation de nos présentateurs, puis je vais ensuite leur céder la parole. Jocelyn préside la CESST du Québec depuis 2017. Il est également professeur au département de philosophie de l'Université McGill et titulaire de la chaire Jari Slovski sur la nature humaine et la technologie. Et Guillaume est doctorant en philosophie à l'Université Laval et il est conseiller en éthique pour la CESST et a pris part activement là, dans la recherche et rédaction de cet avis. Alors, merci Jocelyn et Guillaume de prendre le temps de présenter cet avis et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Magali. Merci de l'invitation. C'est un plaisir pour Guillaume et moi de vous présenter cet avis et disons, les enjeux généraux là, soulevés par l'accès aux données et la protection de la vie privée. Juste un mot, la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec, c'est un organisme permanent du gouvernement du Québec, un organisme conseil là, qui relève actuellement du ministère de l'Économie et de l'Innovation et qui a pour mandat de conseiller le gouvernement, les différents ministères, les organismes publics, eu égard aux différents enjeux éthiques soulevés par la science et la technologie, des innovations technologiques ou des découvertes scientifiques. C'est un organisme qui est indépendant sur le plan de ses analyses et recommandations, mais dont le pouvoir est évidemment consultatif. Et aussi un organisme qui a le mandat d'alimenter, disons, la réflexion éthique des citoyens et d'acteurs dans la société civile, des acteurs universitaires sur les enjeux éthiques de la science et de la technologie. Donc, je comprends qu'on a environ 25 à 30 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler un peu du contexte, disons, plus large, à la fois le contexte philosophique et technologique de la réflexion actuelle en éthique des données et les différents enjeux relatifs à la protection de la vie privée. Et ensuite, Guillaume donc, va présenter certaines de nos recommandations et analyses contenues dans cet avis. Donc, le contexte plus général, hein, c'est évidemment celui de ce qu'on appelle parfois la révolution numérique. Révolution numérique qui a été propulsée par différentes innovations technoscientifiques. Évidemment, l'Internet dans un premier temps qui permet donc à des individus partout sur la planète donc de communiquer, mais aussi de publier du contenu. Une révolution numérique aussi permise par toute la capacité qu'on a maintenant de numériser pratiquement toutes les données sur un grand éventail de pratiques sociales, évidemment des données de nature textuelle, hein, mais aussi de la musique, des films, des vidéos et ainsi de suite. Hein. Toutes les données qu'on consultait sur différents formats avant, donc maintenant peuvent être numérisées et aussi hébergées en ligne. Hein. Donc ça, évidemment, ça donne un accès à une très, très, très grande quantité de données. Hein. Donc c'est l'ère des données massives ou big data. Évidemment, c'est un grand impact sur le monde de la recherche.
La révolution numérique est aussi, prend forme aussi sur les réseaux sociaux, cette phase du web qui est beaucoup plus interactive, qui nous permet non seulement de publier du contenu et d'avoir accès à du contenu, mais aussi d'interagir, de communiquer en continu, ce qui aussi peut faire en sorte que un grand nombre de données sont constamment produites donc, par les utilisateurs. Puis une autre innovation, un autre ensemble d'innovations technologiques, disons, pertinentes, c'est ce qu'on appelle parfois l'Internet des objets ou les objets connectés, qui font en sorte que des objets, des appareils qu'on utilise dans notre vie de tous les jours sont capables de capter des données, de faire en sorte que ces données ensuite soient hébergées, soient traitées par différents acteurs. Donc, plusieurs innovations technologiques qui ont créé cette révolution du numérique. Un autre vecteur important est l'augmentation continue de la puissance de calcul des ordinateurs, qui fait en sorte qu'on est capable aussi de traiter ces données massives et qui a permis aussi cette puissance, cette augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs qui est aussi une des conditions nécessaires à la renaissance de l'intelligence artificielle dans les 15 dernières années. Donc, en particulier le passage, disons, du paradigme fondateur en intelligence artificielle, une approche plus symbolique, plus logico-déductive, vers une approche centrée davantage sur l'apprentissage, une approche profondément inductive qu'on associe au machine learning ou à l'apprentissage automatique et toutes ces variantes, mais qui, donc, des programmes d'intelligence artificielle qui permettent disons, d'apprendre de très grands ensembles, de très grands jeux de données. Et bon, ces algorithmes, comme vous savez, arrivent à détecter des régularités ou des corrélations très, très larges dans des grands ensembles de données, des patterns dans les données auxquels on n'avait pas accès avant. Et on peut s'appuyer sur ces grandes corrélations pour faire des différentes prédictions. Donc, c'est le contexte de la révolution numérique qui a donné naissance à un nouveau champ, disons, de l'éthique des sciences et technologies et de l'éthique appliquée qu'on appelle souvent l'éthique des données, la data ethics. L'éthique des données est évidemment très fortement centrée sur les nouveaux enjeux relatifs à la protection de la vie privée, étant donné toutes ces données qui sont accessibles et des données qui révèlent plusieurs choses sur notre vie personnelle. Donc, évidemment, la protection de la vie privée est un des grands enjeux de l'éthique des données, mais l'éthique des données est plus large que la protection de la vie privée. Elle se préoccupe aussi de tout ce qu'on peut faire avec ces données, tous les risques éthiques que ça pose, que ce soit la possibilité de profilage, lorsqu'on apprend des choses sur des groupes d'individus, ça peut permettre des nouvelles formes de discrimination ou de manipulation de ces personnes. Ça pose des enjeux aussi relatifs à la cybersécurité. Donc, l'éthique des données s'intéresse à ces différents risques. Mais lorsqu'on fait de l'éthique des sciences et des technologies, évidemment, on est très préoccupé par les risques, par les torts qui peuvent être causés à des individus, à des groupes. Mais une analyse éthique plus large doit aussi prendre acte des bénéfices potentiels de l'usage d'une technologie ou de la valorisation des données, des bénéfices d'un point de vue éthique. Et c'est le cas lorsqu'il est question de l'accès et de la circulation des données. Ça peut aussi engendrer des bénéfices d'un point de vue éthique. Et l'éthique des données, donc, s'intéresse tant aux bénéfices qu'aux risques de ce plus grand accès aux données, cette plus grande circulation des données. Un autre élément important du contexte là, qui est pertinent pour comprendre notre avis, c'est celui de la transformation numérique actuelle de l'État québécois, des États en général, mais de l'État québécois en particulier. On pense à la loi 95 sur la transformation numérique de l'État et des services publics, la loi 25 qui modifie la loi sur la protection de la vie privée dans le secteur privé, le projet de loi 3 déposé récemment et qui participe de la réforme du système de santé que le ministre de la Santé actuel donc, envisage.
davantage sur les renseignements de santé. Il est clair qu'il y a quelque chose comme une révolution culturelle là, qui a lieu présentement au sein de l'État québécois. Il y a une grande volonté de valoriser les données dont l'État, les ministères, les organismes publics disposent pour, entre autres, améliorer les services publics, leurs prestations, pour faire des gains d'efficience et ainsi de suite, tout en protégeant aussi la vie privée des citoyens. Donc, il y a clairement cette sorte de révolution culturelle qui est en place, là, que l'on voit dans ces projets de loi ou dans ces lois qui ont déjà été adoptées. Et ça crée, par le fait même, le besoin d'une réflexion sur ce qu'est une bonne gouvernance des données publiques dans le réseau de la santé, mais ailleurs aussi. Et à la CEST, on essaie de participer donc, à la réflexion sur cette bonne gouvernance des données. Donc, c'est des changements majeurs relatifs donc à l'accès aux données, la protection de la vie privée, créés par ces innovations technologiques, par cette volonté de transformation numérique de l'État. Donc, ça impose une nouvelle réflexion sur la protection de la vie privée. Comme éthicien, donc on pense que c'est important de revenir vraiment au fondement de cette idée d'un droit à la vie privée ou de la nécessité de la protection de la vie privée. Il faut réactualiser la réflexion à la lumière de ce nouveau contexte. Et pour ça, je pense qu'il faut tenter de revenir à pourquoi on pense que c'est important dans les démocraties libérales en général, de protéger la vie privée. Il y a évidemment plusieurs conceptions philosophiques là, de la valeur de la vie privée, mais disons que traditionnellement, la conception dominante est une conception qu'on pourrait qualifier de libérale là, au sens philosophique du terme. C'est-à-dire qui est centré sur l'autonomie des personnes, c'est-à-dire l'autonomie par rapport à ce que l'on souhaite révéler par rapport à nous-mêmes, ce que l'on souhaite partager avec d'autres et à quelles conditions. Donc, une conception de la vie privée qui se comprend en termes de contrôle sur nos données ou nos renseignements personnels, un contrôle sur qui y a accès. C'est comme une extension de l'autonomie qu'on veut conférer donc, à l'ensemble des citoyens. Je pense que c'est encore important pour ces raisons-là de protéger la vie privée. Il est clair qu'avec toutes les données qui circulent maintenant et les nouvelles possibilités de les exploiter, c'est de plus en plus difficile de le faire. On sait que les lois sur la protection de la vie privée étaient traditionnellement centrées sur les renseignements dits personnels qui sont identificatoires, qui permettent d'identifier une personne particulière. Or, maintenant, on sait qu'avec, entre autres, les algorithmes d'intelligence artificielle, on peut beaucoup faire parler des données qui ne sont pas considérées comme des renseignements personnels, en croisant des données qui peuvent sembler plutôt anodines ou banales. On arrive à découvrir plusieurs choses sur les individus. Donc, il faut repenser les lois sur la vie privée. On sait que ces lois étaient aussi fortement centrées sur la norme de consentement individuel. Donc, que pour justifier l'accès aux données, de demander le consentement des personnes était nécessaire, mais aussi suffisant pour justifier l'accès aux données. Dans plusieurs contextes, maintenant, cette norme-là n'arrive plus à bien réguler l'accès, la circulation des données, en ligne en particulier. On sait très bien que le consentement que l'on donne n'a aucune signification, aucune valeur. Pour plusieurs raisons dont on pourra parler si vous le souhaitez. Donc, on est dans une situation où il faut se doter de d'autres mécanismes que l'expression du consentement individuel pour réguler l'accès aux données. Il faut penser à d'autres modalités aussi du consentement. Dans certains cas, dans certains contextes, le consentement individuel peut être encore nécessaire. Dans d'autres, il peut être caduc. Et on peut penser
penser à d'autres modalités de consentement, métaconsentement. Parfois, on peut prévoir un droit de retrait, hein, donc des acteurs pour avoir accès à des données sans demander le consentement, mais les personnes pourraient ensuite se retirer si elles le souhaitent. En terminant, ce que je voudrais dire avant de donner la parole à Guillaume, à la Commission d'éthique en sciences et technologies, dans les dernières années, on a plaidé pour l'instauration de différents régimes de protection de la vie privée selon une approche, disons, contextualiste. C'est-à-dire que dans certains contextes, on peut souhaiter de mieux faire circuler les données, de donner un plus grand accès, parce qu'on peut penser que les bénéfices collectifs sont suffisamment importants, alors que dans d'autres contextes, il faudrait davantage restreindre l'accès et la circulation des données. Mais lorsque des champs d'activité contribuent assez clairement et fortement au bien commun ou à l'intérêt collectif, comme ce qui est le cas, par exemple, dans le secteur de la santé ou dans le secteur de la recherche en général, ou en ce qui concerne l'administration publique, si on arrive à améliorer les services aux citoyens. Donc, il peut y avoir des contextes où il faut mettre en équilibre, d'une certaine façon, le droit individuel à la protection de la vie privée et l'intérêt collectif qu'on peut avoir à mieux valoriser des données. Donc, même si on est une commission d'éthique, on essaie d'en arriver à une position équilibrée, contextualiste aussi. Et c'est ça qui nous a animés dans notre réflexion sur le projet de loi 3, entre autres, et sur les renseignements de santé en général. Donc, cet avis que Guillaume va vous présenter, donc, est issu d'une demande que nous a faite le scientifique en chef du Québec, et aussi le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et c'est cette approche, disons, contextualiste qui nous a animés dans notre réflexion. Guillaume? Oui, merci. Je vais prendre le relais. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais présenter, comme Jocelyn l'a dit, l'avis comme tel. Un avis donc, il s'agit d'un mandat que nous avait confié le scientifique en chef du Québec. Le mandat, plus précisément, consistait donc à se pencher sur les conditions d'acceptabilité d'un point de vue éthique du partage des données publiques de santé, mais plus spécifiquement par des acteurs privés et des OBNL, donc autrement dit par des acteurs qui ne sont pas attachés à des organismes publics. Donc, deux petites remarques avant sur ce mandat-là. Premièrement, on va le voir tout à l'heure, mais ce n'est pas toujours évident dans la pratique, dans le monde de la recherche en particulier, de séparer de façon tranchée les acteurs privés et publics. Les deux sont souvent liés, que ce soit par le financement, par l'affiliation des chercheurs, par les collaborations. Donc, il y a beaucoup de cas de figure imaginables. Et deuxième remarque aussi, c'est que forcément, le fait de réfléchir aux conditions qui rendent acceptable l'accès par le privé implique un peu par la bande de réfléchir de manière plus générale aussi aux conditions qui, d'un point de vue éthique, rendent acceptable l'accès aux données publiques de santé. Donc, tout ça pour dire que finalement, notre mandat, bien qu'il concerne davantage les acteurs privés, puis que le point focal de notre avis soit là-dessus, on le ratisse un petit peu plus large quand même, puis il concerne également l'accès plus large aux données publiques de santé. Donc, je vais commencer par vous présenter le cadre d'analyse éthique qui a servi à faire notre analyse des enjeux par la suite. Donc ça, Jocelyn en a dit quelques mots tout à l'heure, mais le problème d'accès aux données publiques de santé est souvent présenté comme une tension entre l'intérêt public d'une part et l'autonomie des individus d'autre part. Donc, d'un côté, on va souvent souligner tous les bienfaits pour la recherche, pour l'avancement des connaissances, les bienfaits de santé, tout ça s'inscrivant dans l'intérêt public. Et de l'autre côté, on va souvent mettre ça en balance avec les enjeux éthiques liés davantage à la personne, donc à la protection de la vie privée, à son autonomie. Et donc, dans notre cadre d'éthique, ici, c'est les deux sphères qui sont représentées en haut du diagramme. Et notamment dans le problème de consentement, que cette tension-là s'exprime. Donc, pour des raisons que Jocelyn a évoquées sur le contexte actuel des données massives, souvent, on va considérer qu'il est irréaliste de vouloir viser dans tous les cas un consentement individuel explicite, tout en voulant valoriser les données publiques de santé.
Et donc, effectivement, ici, c'est comme s'il y avait un choix de valeur, une tension entre cette dimension éthique de l'autonomie des individus et celle davantage axée sur l'intérêt public. Donc, dans notre document, on a visé à dépasser autant que possible cette tension-là, à ne pas évidemment sacrifier l'une ou l'autre de ces dimensions, en faisant appel à une troisième dimension éthique qui est celle de la gouvernance. L'idée étant que si les organismes publics assurent une gestion des données qui suscite la confiance des gens, par une gestion qui respecte des principes qui sont aussi dans le diagramme là, de responsabilité, transparence, participation, ainsi de suite, on va avoir les conditions en place à ce moment-là pour concilier l'objectif de valoriser les données de santé dans une perspective d'intérêt public et tout en minimisant donc, les risques d'un point de vue de l'autonomie. Et donc, la valeur centrale de notre cadre d'analyse éthique, c'est celle de la confiance. Si la confiance est bien installée, là, il devient plus envisageable, par exemple, d'avoir des formes alternatives de consentement, d'accepter dans certaines conditions là, que certains renseignements d'intérêt public soient partagés sans le consentement, puisqu'on a confiance à ce moment-là que nos renseignements sont suffisamment bien gérés et que les balises nécessaires là, pour anticiper les risques sont bien mises en place. Donc, dans le document, on approfondit chacune de ces valeurs-là en précisant, par exemple, qu'est-ce qu'on entend par bienfait de santé, qu'est-ce qui peut être compris dans l'avancement des connaissances. Évidemment, je ne m'attendrai pas ici à chacune de ces valeurs. Par contre, je fais une remarque supplémentaire sur la notion de confiance. Souvent, la notion de confiance, c'est une notion qui est un petit peu, on a parfois l'impression qu'elle est un petit peu prise pour acquise. Donc, bref, dans certains discours publics, c'est comme s'il suffisait presque de rassurer les gens, de les assurer qu'on a des bonnes intentions pour obtenir la confiance. Or, et c'est particulièrement vrai dans un contexte de relations aux institutions, la confiance, ce n'est pas seulement une disposition qui s'acquiert à la demande, c'est une disposition qui doit être renforcée par des actions concrètes. Donc, c'est certain que dans un contexte où, par exemple, des citoyens assistent à plusieurs fuites de données, s'ils ont l'impression que ceux qui s'occupent de leurs données manquent de transparence ou s'ils ont des craintes par rapport à la possibilité que leurs données soient utilisées pour, par exemple, le profit aux dépens du bien commun, à ce moment-là, il ne suffit pas, évidemment, de dire aux gens de les assurer de nos bonnes intentions pour obtenir d'emblée leur confiance. Donc, c'est quelque chose qui s'acquiert par des pratiques, justement, qui sont responsables, qui sont transparentes, par des mécanismes de participation également qui favorisent cette confiance. Donc, voilà pour les quelques remarques sur notre cadre d'analyse. Je vais passer en revue très rapidement là, les quelques enjeux qu'on aborde dans la vie. Évidemment, je ne parlerai pas de toutes les recommandations qu'on a dans la vie, mais je vais passer un petit peu en surface, mais je vous invite à les compléter si vous le désirez là, en consultant notre avis sur notre site web qui est disponible sur le site de l'ACEST. Donc, le premier enjeu qu'on a mis là, en tête de liste, c'est celui de la prise en compte du contexte particulier, on devrait dire ici des contextes particuliers des peuples autochtones au Québec. Donc, on s'est rendu compte en cours de route que, notamment suite à des consultations auprès du CSSS-PNQL, de l'ampleur et puis la spécificité des différents contextes autochtones en matière de santé, en matière, par exemple, de prestations de soins qui vont interpeller différents paliers de gouvernement, dépendamment de plusieurs facteurs, dépendamment des communautés, dépendamment des types de services qui sont offerts. Donc, tout ça fait en sorte que la circulation des données est beaucoup plus complexe, beaucoup plus problématique dans les contextes autochtones. Il limite, d'une part, la possibilité d'effectuer des recherches de qualité qui pourraient bénéficier à ces communautés, mais aussi qui limite la possibilité des communautés d'exercer un certain contrôle sur leurs données de santé, principe qui est revendiqué par plusieurs communautés. Donc, il nous semblait incontournable de prendre en compte ces différentes réalités-là dans une approche de collaboration avec ces communautés-là. Ce sont des travaux, par contre, qui dépassaient largement notre mandat à nous, à la Commission. Mais c'est un problème donc d'une grande ampleur qui fait qu'on a une recommandation en ce sens. Donc, que le gouvernement entame des travaux en collaboration avec les communautés pour trouver des façons optimales d'adapter les modalités d'accès aux données dans ces contextes-là. En ce qui concerne les modalités de consentement, donc je vais passer rapidement parce que Jocelyn en a dit quelques mots tout à l'heure.
Pour cette analyse-là, on s'est notamment fié aux changements qui sont envisagés en ce moment, notamment dans le PL3, donc dans ce qui était à l'époque d'écrire l'avis, le PL19. Donc, par exemple, il y a une possibilité énoncée d'avoir une forme de métaconsentement, donc d'avoir un consentement par thématique de recherche, par catégorie d'activité, par catégorie de chercheurs. Selon nous, c'est une alternative qui est intéressante au consentement individuel explicite. Par contre, ce qu'on souligne là-dedans, c'est l'importance d'avoir une attitude prudente face à ces formes alternatives de consentement, surtout considérant qu'il y a encore très peu d'études, très peu de projets pilotes concernant ces formes de consentement, concernant leur acceptabilité également, mais aussi considérant que c'est peut-être un aspect au moins aussi important là, que les problèmes de fracture numérique et de littératie numérique des citoyens, parce qu'on suppose que ces formes de consentement-là se feraient sur un portail numérique, donc ce qui soulève ces enjeux de littératie numérique. Et il y a plusieurs questions qu'on soulève dans la vie qui demeurent en suspens aussi, comme à quelle fréquence est-ce qu'il faudrait reconfirmer ces métaconsentements-là? Est-ce que les usagers qui vont effectuer leur métaconsentement, est-ce qu'ils sont informés des personnes, des organismes qui ont accès à leurs renseignements de façon à faire un consentement qui est éclairé? Donc, ce sont des questions qu'on soulève dans la vie et on recommande notamment qu'il y ait davantage de recherche, et notamment sur l'acceptabilité de ces formes alternatives de consentement. Troisième type d'enjeu, donc, en ce qui concerne les risques et les bénéfices. Donc, un mot sur les retombées. D'abord, on souligne souvent dans la littérature qu'il n'est pas évident d'accorder l'accès, de fonder notre accès aux données publiques de santé sur un principe de partage des bénéfices. Parce que, entre autres, ce n'est pas toujours possible d'anticiper de manière rigoureuse les bénéfices qui vont découler de recherche avant d'avoir conduit ces recherches-là. Ceci étant dit, il y a certains bénéfices qui sont plus facilement applicables, qui, selon nous, pourraient être exigés, là, comme par exemple des mesures pour donner un potentiel de réutilisation des données par d'autres chercheurs, un potentiel de réutilisation des résultats de recherche aussi dans une perspective de sciences ouvertes. Donc, on estime que dans la mesure où les données qui ont servi à ces recherches-là sont des données publiques, les recherches devraient être rendues disponibles et profiter donc au public également. Inversement, là, au niveau des risques, on a identifié certaines finalités qui nous semblaient comporter des risques plus importants en matière d'équité et de respect de la vie privée. Par exemple, l'utilisation de données pour la promotion de produits, pour les contrats d'assurance aussi. Donc, on recommandait que ce type de finalité-là soit clairement interdite, donc qu'elles entraînent un refus là, systématique d'accès aux données de santé. Donc, quatrième type d'enjeu, celui des conflits d'intérêts. Je le disais au départ, il n'est pas toujours évident de bien séparer l'affiliation chercheurs publics et privés pour plusieurs raisons. Parfois, il y a des chercheurs qui ont plusieurs chapeaux, qui sont à la fois des chercheurs universitaires, mais qui ont aussi une entreprise. Parfois, c'est les partenaires de la recherche, parfois, c'est le financement. Donc, il y a toutes sortes de cas de figure imaginables. Et en ce moment, donc, ce qui est envisagé dans le PL3, c'est une voie d'accès différenciée fondée sur l'affiliation des chercheurs. À nos yeux, un critère de démarcation qui serait peut-être plus rigoureux pour bien identifier les conflits d'intérêts puis bien les gérer par la suite, ce serait un critère fondé davantage sur le financement, qui nous semblait être un indicateur plus rigoureux pour bien identifier les conflits d'intérêts. Donc, je passe rapidement sur le dernier enjeu, celui de l'intérêt public. Notion d'intérêt public, c'est une notion qui, elle aussi, est souvent prise comme allant de soi, mais qui ne va pas de soi parce que, premièrement, ce qui relève de l'intérêt public ne fait pas toujours l'objet de consensus dans une société pluraliste comme la nôtre. Donc, les citoyens ont des conceptions du bien qui varient substantiellement, qui peuvent varier substantiellement, qui peuvent varier dans le temps et aussi, qui peuvent varier selon les contextes. Donc, autrement dit, on ne peut pas définir de manière absolue, en dehors de tout contexte, la notion d'intérêt public. On peut identifier à grands traits, disons, certains bienfaits qui sont souvent considérés d'intérêt public. Là, on le fait dans le document lorsqu'on décrit les bienfaits, par exemple, tels que l'avancement des connaissances, les bienfaits de santé, prospérité économique et sociale également.
mais il demeure que le caractère contextuel d'intérêt public a pour conséquence qu'on doit mettre en place des mécanismes qui sont participatifs, qui permettent d'évaluer et d'ajuster de façon plus précise qu'est-ce qu'on considère comme étant d'intérêt public. Et surtout que l'intérêt public, en fait, émane des citoyens et non de décisions un peu arbitraires. Donc, on a des recommandations qui vont en ce sens d'instaurer des pratiques participatives dans la gestion des données de santé. Et je termine avec une dernière remarque par rapport à l'intérêt public, c'est le fait qu'on peut imaginer des cas de figure dans lesquels il y a des bienfaits qu'on considère d'intérêt public, par exemple des bienfaits de santé qui découlent de recherche, mais qui affectent de manière très différenciée certains groupes. On pourrait imaginer, par exemple, un groupe qui participe de manière disproportionnée au risque en étant, par exemple, l'objet de cueillette de données importantes, mais qui ne bénéficient pas autant que d'autres groupes, par exemple, des gains pour la santé, par exemple. Donc, il est important que les bénéfices qu'on considère d'intérêt public soient distribués dans un souci d'équité. Donc, c'est très en surface ce survol de nos enjeux. Mais comme je l'ai dit, je vous invite à compléter en allant voir notre avis sur le site. Le titre de l'avis, c'est « Mériter et renforcer la confiance des citoyens dans la gestion et la valorisation des données de santé ». Merci. Bonjour, merci Jocelyn, merci Guillaume, très intéressant. J'inviterai les gens, là, si vous avez des questions, à les mettre dans le Q&A, le questions-réponses de Zoom. On demandait justement, il y a quelqu'un qui a mis le lien vers de l'avis qui est disponible sur Internet, donc ça a été partagé. Merci à Geneviève Morin. Peut-être en attendant, laisser le temps aux gens de réfléchir à des questions. Je me demandais si, suite à la publication de votre avis, vous aviez eu des discussions, je pense entre autres avec l'ISQ, qui est responsable de l'accès aux données gouvernementales de santé, de la RAMQ, du ministère de la Santé et Services sociaux, puis sur la mise en application de certaines des recommandations de votre avis. Oui, je vais laisser Guillaume compléter parce que Guillaume a eu des discussions avec plusieurs acteurs ou parties prenantes, là. Mais de façon générale, à la CEST, ça a été un processus assez rare là, dans notre histoire. On a été beaucoup impliqués en amont pendant la rédaction du projet de loi, qui est le projet de loi 3 maintenant, l'ancien projet de loi 19, donc le projet de loi qui a été déposé, et comme je le disais, qui fait partie de la réforme envisagée là, du ministre actuel de la Santé, et l'équipe pilotée par un sous-ministre adjoint qui a rédigé la loi, nous a consulté à 2 ou 3 reprises pendant pour qu'on les alerte là, par rapport aux enjeux éthiques soulevés par cette espèce de révolution qu'il cherche à mettre en place. Donc ça a été intéressant pour nous parce qu'habituellement, c'est toujours après coup que les éthiciens arrivent pour souligner les différents risques. Et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tous les articles du projet de loi, mais au moins, il y a eu un dialogue soutenu. Et là, j'invite évidemment vos chercheurs à se familiariser avec le PL3 parce que ça va changer de façon très importante la conduite de la recherche en santé avec 2 modes d'accès distincts. Un mode d'accès pour les chercheurs vraiment du public où le consentement ne sera plus nécessaire pour avoir accès à des données, dans la plupart des cas évidemment anonymisées, mais étant donné qu'on réalise dans tous les bienfaits, les bénéfices potentiels là, de l'accès aux données pour la recherche, et un deuxième mode d'accès pour les chercheurs qui ne sont pas du réseau de la santé, qui pourrait être soit du privé ou soit d'autres chercheurs universitaires, mais pas en lien avec le réseau de la santé. Et là, il va y avoir une sorte d'instance qui va être créée, qui va déterminer qui peut avoir accès aux données. Donc, nous, on militait, disons, pour une approche plutôt prudente, vraiment en testant d'abord auprès des chercheurs du public parce que, disons, les conflits d'intérêts sont moins forts potentiellement, même malgré les nuances que Guillaume a fait.
Mais ce n'est pas exactement ça qui se retrouve dans le projet de loi, mais on voit quand même les traces de ça avec ces deux modes d'accès différents. Ouais. Guillaume, par rapport à l'ISQ, est-ce qu'on a eu des discussions? Non, on n'a pas de discussion avec l'ISQ. On en a eu avec la CAI. On a eu sur notre groupe d'experts aussi, là, il y avait par exemple des membres de la CAI. Donc, pour ce qui est de la faisabilité de nos recommandations, c'est surtout avec les discussions avec les experts que servi à évaluer ça. Mm-hmm. Oui, parce que jusqu'à tout récemment, là, les chercheurs qui voulaient accéder à des données de santé devaient passer par la CAI avec le changement de loi qui a été adopté à l'automne dernier. C'est plus nécessaire. C'est maintenant l'ISQ qui gère ça, là, tout le processus de A à Z, mais effectivement, ils ont une grosse expertise là-dedans. Oui, effectivement. Bon, oui. Je ne vois pas d'autres questions dans le question-réponse ni dans le chat. Je vais quand même, je vous remercie beaucoup pour votre présentation ce midi. C'était vraiment intéressant et d'actualité dans tout ce qui se passe au Québec pour l'accès aux données. Je vous remercie. Je rappelle aux gens finalement que cette présentation-là, elle était enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube prochainement. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Jocelyn. Ça me fait plaisir de vous entendre ce midi. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Puis je rappelle à tout le monde que c'est un projet de loi pour l'instant, le projet de loi 3. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des consultations publiques et je pense qu'on aurait tout intérêt à ce que le monde de la recherche se mobilise pour tenter de bonifier ce projet de loi. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.